Bon, si on peut résumer, faire faillite, c'est bon, on est en situation, justement, c'est le principe de l'état de cessation des paiements. Bon, la loi dit qu'à partir du moment où une entreprise ou un commerçant, une entreprise, que ce soit individuelle ou une société, n'est plus en mesure de faire face à son passif avec son actif, bon, elle est en état de cessation des paiements. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails comptables, financiers, de la façon dont on détermine l'état de cessation des paiements, mais en tout état de cause, à partir de ce moment-là, le dirigeant ou le commerçant a un délai très très court pour déposer le bilan. Il a 15 jours. Et c'est très important de le savoir parce que ce défaut de dépôt de bilan dans les 15 jours, dépôt en fait pas de bilan mais d'état de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce compétent, a pour conséquence de pouvoir conduire le tribunal à engager des poursuites et le parquet a engagé des poursuites contre lui à titre personnel. Donc c'est le premier élément fondamental, c'est dès on sent qu'on a un état de cessation de paiement, et généralement son expert comptable est là pour alerter, et encore plus si on a un commissaire aux comptes, il faut effectivement procéder à ce qu'on appelle l'état de cessation de paiement, c'est-à-dire qu'on a un document à remplir, qui est un document prêt, c'est un formulaire qu'on retire au tribunal de commerce et qu'on va déposer. Et à ce moment-là, le tribunal de commerce enrôle l'affaire, convoque le dirigeant, convoque d'ailleurs un représentant des salariés, et le processus de la procédure va s'enclencher. À partir de là, il y a... Donc il va constater et il va constater, accepter c'est-à-dire... la cessation de paiement. Alors, quand c'est le dirigeant qui le fait, c'est évidemment nettement préférable, pour pas dire extrêmement préférable. Par contre, cet état peut être constaté par n'importe qui, n'importe quel tiers. C'est-à-dire qu'un créancier qui n'est pas payé, on va prendre par exemple le cas de l'URSSAF qui aura inscrit des privilèges, à un moment donné, l'URSSAF peut très très bien faire ouvrir une procédure effectivement à l'encontre de l'entreprise. On est dans une situation, quand c'est un tiers qui le fait, qui est éminemment plus délicate, parce qu'à partir de ce moment-là, ça veut dire que le dirigeant de l'entreprise n'a pas été en mesure d'apprécier la situation de son entreprise, et que par conséquent, on peut envisager qu'il a pu commettre des fautes de gestion. Donc il faut éviter de se retrouver dans cette situation. Le tribunal a plusieurs possibilités. Soit la société est dans une passe difficile de son histoire, et auquel cas elle va avoir la possibilité de se redresser, et la procédure qui va alors être ouverte est une procédure de redressement judiciaire qui va permettre aux dirigeants assistés d'un professionnel, c'est-à-dire d'un administrateur judiciaire, qu'on appelait dans le temps, avant les réformes, un syndic, mais la fonction d'administrateur judiciaire a été déconnectée de la fonction de représentant des créanciers, va continuer à gérer normalement continuer à gérer son entreprise. Dans quelques cas, c'est assez rare, le tribunal considère que le dirigeant a pu commettre des fautes, et à partir de ce moment-là, il est effectivement démis de ses fonctions, et c'est l'administrateur qui gère l'entreprise. Il y a une période d'observation de 4 mois, pendant lequel l'administrateur judiciaire établit un rapport, va prendre le pouls de l'entreprise et des difficultés de la situation, et de la possibilité ou pas d'un vrai redressement, et éventuellement de la présentation d'un plan de continuation avec paiement du passif. Il aura 4 mois pour le faire. Quelquefois, ce délai sera un petit peu allongé. Mais c'est un moment crucial, parce que c'est au dirigeant de démontrer que son entreprise peut être viable, qu'il a passé un moment difficile. Bon, donc mais il y a un certain nombre d'hypothèses, et malheureusement, la situation économique actuelle montre qu'actuellement, il y a beaucoup de sociétés qui sont mises en liquidation immédiatement. C'est que la situation est impossible à redresser, que les marchés ne sont pas là, que le carnet de commandes est quasiment inexistant, que la société, si elle continue, même dans une période de redressement, va continuer à perdre de l'argent. Donc à partir de là, la liquidation est prononcée immédiatement. Il faut savoir que le principe, c'est que la mise en redressement judiciaire d'une entreprise gèle le passif. C'est-à-dire que toutes les sommes qui sont dues par l'entreprise ou le commerçant à titre individuel ne seront pas payées. C'est-à-dire que
on arrête le passif à la date X, hein, qui est celle effectivement du jour où on a été déposé le bilan. À partir de là, dans le cas d'un plan de continuation, sera envisagé le règlement de ce passif de façon échelonnée, voire avec une réduction du dit passif, c'est-à-dire des propositions aux créanciers de devoir réduire leurs créances. Bon, mais pour ça, il faudra un accord des créanciers, donc il y a un certain nombre après de modalités qui vont s'enclencher avec l'aide de l'administrateur. Bon, et c'est vrai que à partir de ce moment-là, la société va être marquée, on va dire, au fer rouge, parce que on comprendra, en tout cas, ses partenaires vont comprendre qu'elle est en très grande difficulté, les banques ne vont plus la suivre, l'administrateur qui est nommé va ouvrir un compte dans une banque généralement spécialisée pour les sociétés en redressement, parce qu'il n'y a plus un banquier, je dirais, habituel de l'entreprise qui va le suivre. Bon, parce qu'il y a des encours, il y a des emprunts, il y a généralement des découverts, enfin un certain nombre de choses, et la banque, même si c'est la banque historique de l'entreprise, a peu de chances de vouloir continuer à travailler avec l'entreprise. Donc généralement, le compte est ouvert dans une banque avec laquelle travaille l'administrateur qui a été désigné. Il y a un certain nombre de banques, notamment à Paris, qui sont spécialisées dans ce type de fonctionnement. La difficulté à partir de là, c'est qu'il n'y a pas un chèque qui va pouvoir être émis sans la double signature. Dirigeant, administrateur. Donc c'est un mécanisme qui est un peu complexe et il faut à ce moment-là qu'il y ait une grande confiance entre le dirigeant et l'administrateur, surtout une grande compréhension du métier qu'on fait. Je crois que la plus grande difficulté, c'est effectivement de trouver un administrateur qui comprend son métier. Alors à Paris, c'est moins problématique évidemment que peut-être ou dans les grandes villes que dans les petites villes de province, parce que les administrateurs parisiens notamment sont assez spécialisés. Par exemple, un administrateur judiciaire qui est spécialisé dans l'édition, il connaît le monde de l'édition, ou dans le textile, dans des choses comme ça. Donc il y a des mécanismes, et il comprend mieux les marchés, il comprend mieux les difficultés, il comprend mieux les clients, il va mieux comprendre les fournisseurs, et du coup, la compréhension qui va s'instaurer entre lui et le dirigeant va être plus simple. Plus le métier est complexe, plus effectivement ce mécanisme complique la situation. Avant d'arriver à la liquidation, je voudrais simplement préciser une chose. Une entreprise qui travaille avec l'étranger, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une entreprise de textile qui a besoin d'acheter son fil à l'étranger, puisque le coton ne se cultivant pas en France, il va falloir acheter le coton, par exemple, en Turquie, en Inde. Bon, ces mécanismes de gel des dettes n'existent pas dans ces pays-là. Donc, il va y avoir, dans le cadre des dépôts de bilan et de mise en redressement judiciaire, une impossibilité pour l'entreprise de se fournir. Parce que vous n'allez pas pouvoir aller expliquer à votre fournisseur de fil turc que vous lui devez 50, 100 000, 150 000 euros de fourniture antérieure et que c'est gelé et que vous n'allez pas pouvoir les payer, mais par contre, il doit continuer à vous alimenter. Donc c'est vrai que dans certains cas, le redressement va pas aboutir à une continuité de l'exploitation, va aboutir à une cession, un plan de cession d'entreprise qui va s'organiser souvent assez rapidement pour pouvoir effectivement qu'un repreneur vienne, rachète des actifs et reprenne une partie du personnel et puisse reprendre le cours d'une activité. Sinon, c'est la liquidation. Soit cette liquidation est prononcée dès le départ. Bon, récemment, à Paris, j'ai traité un certain nombre de dossiers où la liquidation a été immédiatement, je dirais, prononcée, notamment dans des activités de vente, de prêt-à-porter, de textile, etc. On connaît les difficultés du marché et on sait que c'est pas viable, en tout cas actuellement. Et à partir de là, ce n'est plus un administrateur qui est désigné, c'est un liquidateur. Liquidateur qui est une fonction qui est exercée par les représentants des créanciers, qui va à ce moment-là vendre les biens de l'entreprise, liquider ses biens, régler le problème des salariés et qui va effectivement fermer l'entreprise. Voilà. C'est très douloureux.
C'est une situation qui est très très lourde à vivre, hein. Je dirais que les 10 situations, que ce soit le redressement judiciaire ou la liquidation, sont des situations extrêmement lourdes à vivre. Alors là, on va parler du dirigeant, puisque c'est avant tout la problématique, enfin du moins le but de 60 000 rebonds. Mais c'est lourd à vivre pour tout le monde, hein. Il est bien évident que les salariés, c'est une situation de détresse immense. On le voit dans la presse tous les jours. Bon, mais c'est vrai que les mécanismes de ce type je dirais, de difficulté des entreprises et la façon dont c'est réglé par les tribunaux mériteraient d'être mieux connus. Je pense il y a eu des avancées certaines. Ceci étant, la difficulté qui existe, je pense qu'elle est psychologique. Elle est psychologique chez les chefs d'entreprise. Il va avoir du mal à anticiper sa problématique. Il va avoir du mal à l'anticiper et il va toujours penser qu'il va réussir à retourner la situation. Et parce que c'est souvent le cas. Des aléas à l'entreprise, elle ne vit que ça. Alors, et en général, tous les aléas précédents, elle s'en est sortie, elle a trouvé une solution. Oui, mais elle ne la trouve pas. Elle le trouve moins dans une conjoncture économique dégradée. Bon, ce qui est le cas depuis quelques années quand même. Donc, ce qu'elle pouvait arriver à faire dans une économie saine et surtout avoir un concours des banques plus facile qu'aujourd'hui, bon, faut pas se méprendre. Les banques françaises aujourd'hui n'accompagnent plus, enfin moi en tout cas ça c'est mon sentiment, et pour l'avoir vécu personnellement, n'accompagnent plus les entreprises. À la moindre difficulté, j'ai employé une expression, le banquier va mettre une ceinture, des bretelles, des moufles, un bonnet. Bon, il va essayer de se garantir au maximum, ce qui fait qu'on va arriver à des situations totalement perverses. C'est que ces garanties, c'est le chef d'entreprise qui va le donner sur ses biens, il n'aura pas le choix. Et à partir de là, s'il n'arrive pas à redresser les choses, non seulement sa société va mourir, mais il va également être dans une situation personnelle insoluble. Parce qu'il aura hypothéqué sa maison, il aura donné en garantie effectivement tous ses biens, ceux de sa famille, et il perdra tout. Parce que je pense qu'il y a aujourd'hui une difficulté, c'est qu'effectivement tout le monde a peur de ce qui se passe. Je pense qu'après la faillite des banques, les banques aujourd'hui ne sont plus des partenaires financiers des entreprises, particulièrement, on va dire, des PME, PMI. Et je ne parle même pas des toutes petites entreprises, hein, où là, je veux dire que c'est insensé de voir que le banquier n'accompagne plus le chef d'entreprise dans sa démarche de développement. Et donc, on arrive à des situations catastrophiques qui sont à la fois... qui deviennent à ce moment-là familiales. Bon, le jour du dépôt, vous perdez, le dirigeant perd tout, et généralement, va s'en suivre un certain nombre de difficultés personnelles. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'entourer de gens qui connaissent bien ces problématiques sur le plan, je dirais, professionnel. Mais je crois avant tout qu'il faut savoir où on va, il faut savoir avec qui on y va, il faut beaucoup échanger avec son expert comptable. Je pense que dès qu'on crée une entreprise, il faut avoir un vrai rapport humain, pas uniquement de conseils techniques. Je pense qu'il faut que ces conseils, les conseils du chef d'entreprise, je dis même pas les conseils de l'entreprise, je parle des conseillers du chef d'entreprise. Je pense qu'il faut qu'ils comprennent qui est l'homme ou qui est la femme, et il faut qu'ils comprennent aussi quel est le marché dans lequel il va s'engager. Et qu'il y ait un dialogue constant qui s'instaure et qu'il soit accompagné de cette façon-là. Je veux dire que je pense que c'est primordial. D'abord parce que ça va permettre d'anticiper les problématiques, peut-être d'aller voir les bonnes personnes au moment où il faut. S'il doit y avoir dépôt de bilan, il faut anticiper ce dépôt suffisamment à l'avance. Il faut savoir comment les choses se passent, ne pas avoir peur de la façon dont les choses se passent. Je suis très optimiste par rapport à ça. Mais ça nécessitera qu'on dise les choses, que les problèmes soient posés et qu'on parle de l'échec partout. On ne parle pas que de réussite, que l'échec fait partie aussi de la réussite. C'est un peu curieux de dire ça, de dire que l'échec fait partie de la réussite. Et moi, je suis persuadée qu'on ne peut pas réussir sans avoir échoué. Je l'ai dans mon métier d'avocat.
Quand j'étais jeune avocat, j'avais un patron qui avait 30 ans de plus que moi, qui était un vieil avocat, qui me disait « Tu ne comprendras vraiment ce métier que quand tu auras perdu des procès. » Ce n'est pas des procès que tu vas gagner que tu vas apprendre, c'est des procès que tu vas perdre. Et je suis persuadée que pour l'entreprise, c'est pareil. Donc je crois fermement qu'il va falloir qu'on en parle, et qu'on en parle dans les écoles, pas que dans les écoles de commerce, qu'on en parle. On veut parler, il y a un très beau projet qui est de parler de l'entreprise à l'école. Mais ça doit faire partie aussi d'essayer d'expliquer aux enfants que c'est pas un pavé de rose. C'est pas parce qu'on crée une entreprise que ça va forcément réussir et que ça peut ne pas réussir parce qu'il y a des tas d'éléments extérieurs à soi qui vont intervenir sur son marché, sur l'endroit où on va s'installer, sur la concurrence, il faut parler de l'échec. C'est fondamental.